Nous allons parler de la réparation des molécules d'ADN suite à des mutations. On est là dans la biologie moléculaire et comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire est évidemment très important concernant l'ADN. L'ADN, bon, c'est quoi? C'est l'acide désoxyribonucléique. C'est un programme, c'est ce que l'on appelle le programme génétique. Alors on sait que la survie à court terme d'une cellule va dépendre de sa stabilité génétique. En effet, il faut par exemple au cours d'une division cellulaire qu'il y ait une conformité de la reproduction, tant au niveau qualitatif que quantitatif, concernant ce programme génétique qui existe sous forme de chromosomes, mais mieux encore sous forme de molécules d'ADN. En fait, la molécule informative, c'est vraiment la molécule d'ADN qui est un assemblage de nucléotides dans un ordre bien précis et donc cet ordre dépend évidemment des gènes. Bon, les gènes et de leurs allèles. Donc on est bien là dans la biologie moléculaire et stabilité génétique évidemment, hein, nous connaissons les mécanismes. Donc non seulement lors de la division cellulaire, que ce soit méiose ou mitose, mais également lors de la réplication de l'information génétique qui intervient un peu avant la division cellulaire au cours de la phase S de l'interphase. Au niveau cellulaire, donc la cellule a donc à sa disposition un système de réparation, par exemple des endonucléases, etc. Donc c'est un système de prévention de l'altération de l'ADN. Sur à peu près 1000 modifications, une seule ne sera pas réparée. Donc, ceci d'autant plus que l'on est âgé. Alors, plus on est âgé, en fait, moins les réparations seront efficaces. Autrement dit, il y a tout intérêt à rester jeune et à faire en sorte de rester jeune. Donc, il existe beaucoup de mécanismes de réparation. Et mis à part le fait que si une réparation n'est pas réparée et constitue une mutation qui existe de manière permanente, eh bien, chaque mécanisme de réparation va être associé à un type de réparation particulier. Et donc on aura ce que l'on appelle une spécialisation dans les réparations. Il faut différencier les lésions des mutations. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc dans les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules qui correspondent aux cellules sexuelles, en fait, les mutations seront transmises à la descendance. Évidemment, si une mutation survient dans le noyau d'un spermatozoïde ou d'un ovule, eh bien, si ces gamètes forment une cellule œuf, évidemment, la mutation existera et s'exprimera ou non au sein même d'un gène. Bon, donc, cellules germinales, mutation transmise à la descendance, et cellules somatiques, les mutations ne sont pas transmises. Hein, si par exemple on attrape le cancer de la peau, si une cellule devient cancéreuse, eh bien après elle va former des clones de cellules cancéreuses, et bien évidemment ce n'est pas transmis à la descendance. On retrouvera ces mutations dans certaines cellules seulement au niveau somatique, par exemple dans le cas du cancer de la peau. On parle là, donc on peut prendre l'exemple de lésions de cellules cancéreuses, mais non pas de mutations vraiment. Alors bien que ce sont des mutations, mais bon, on emploie le terme plutôt de lésions d'une cellule qui se transforme, enfin pas qui se transforme, mais qui provoque l'apparition d'une tumeur cancéreuse. Bon. Comment apparaissent les mutations? Alors les mutations peuvent apparaître pendant la réplication de l'ADN, c'est-à-dire la réplication, on rappelle qu'elle est semi-conservative. Alors, soit par altération qui ne sera pas corrigée par le système de correction d'édition de l'ADN polymérase, c'est-à-dire que si sur l'un des deux brins qui s'est séparé, le mauvais nucléotide vient se placer, un nucléotide non complémentaire du nucléotide qui se situe de l'autre côté du brin, ne vient pas se fixer correctement ou alors est transformé, enfin pas être transformé, mais est remplacé par un autre nucléotide, alors bien évidemment, là on aura un problème, ce sera bien une mutation. Donc l'ADN polymérase, on va dire qu'elle n'aura pas bien fait son travail, hein, à cause de différents facteurs. Alors on ne peut pas dire quelle est la cause, mais bon.
une ADN polymérase, c'est une enzyme qui vient se fixer donc sur la fourche de réplication et qui, grâce à un complexe enzymatique, en fait, fait en sorte que la réplication se fasse correctement. Deuxième point à noter, c'est que ces mutations donc qui apparaissent pendant la réplication peuvent conduire soit à une délétion, ça veut dire qu'on enlève un nucléotide est enlevé, soit à une substitution, donc un nucléotide est remplacé par un autre, soit à une insertion, donc ça veut dire qu'on ajoute un nucléotide. Alors dans le cas de la délétion, évidemment, pour ceux qui connaissent les mécanismes de la traduction, ça modifiera le cadre de lecture des codons. Au niveau du code génétique, l'acide aminé en regard de ce codon ne sera pas forcément le bon acide aminé. Bon. En rappelant que l'expression d'un gène conduit à un phénotype moléculaire que l'on appelle une protéine, qui est un assemblage d'acides aminés, et qu'au niveau de l'ARN messager, les codons, par groupe de 3, vont coder, entre guillemets, grâce à un code génétique, pour un des 20 acides aminés particuliers. En dehors de la réplication de l'ADN, des mutations évidemment peuvent exister. Alors, en dehors de la réplication, on peut avoir des lésions spontanées. Par exemple, dans le cas si un excédent de rayons ultraviolets viennent frapper la peau, entre guillemets, eh bien, du matériel génétique peut très bien se trouver abîmé. C'est une espèce de mutation un peu particulière. Bon. On peut avoir donc des lésions spontanées ou bien on peut avoir également des mutations de l'ADN, des altérations de l'ADN, je veux dire. Alors, lésion de l'ADN, ça veut dire si par exemple on a une longue chaîne et puis que les rayons ultraviolets cassent la chaîne en deux, évidemment là on parle bien de lésion de la molécule d'ADN. Alors ça peut être donc lésion spontanée, altération en dehors de la réplication, ça peut être dû à des agents mutagènes qui peuvent être physiques ou chimiques, mais on peut avoir également pendant la réplication des problèmes qui peuvent être dus à ce que l'on appelle des adduits, c'est-à-dire des substances mutagènes qui vont venir se fixer par exemple quelque part au niveau de l'ADN. Alors surtout l'adénine est très sensible, c'est un nucléotide qui est très sensible à la fixation de certains adduits, agents alkylants par exemple, etc. Alors essayons de comprendre, donc, de comprendre ce que c'est qu'une mutation et les lésions de l'ADN. Donc là on est dans le deuxième cas, mutation, lésion, quand on abîme un petit peu l'ADN, mais lésion ça peut se faire également au niveau d'un nucléotide. Alors premièrement, on peut avoir des erreurs qui sont commises lors de la réplication. Donc même pendant la réplication on peut parler de lésion, donc mutation et lésion. Alors, est-ce qu'on peut parler de lésion lorsqu'un seul nucléotide est abîmé? Commençons déjà par voir mutation, erreur commise lors de la réplication qui est censée être semi-conservative et qui le sera, même s'il y a des petites erreurs par-ci par-là. Commençons par la mutation par substitution. Alors, il s'agit d'une mauvaise incorporation du nucléotide sur le brin néoformé, donc le brin fils. Une base azotée sera alors remplacée par une autre base azotée. On a bien, si par exemple on a un T, et si en regard du T on a un A qui vient se fixer, c'est très bien, puisque les deux sont complémentaires. Mais si en regard du T on a un G qui vient se fixer ou un C, alors là il y a un problème parce que ce n'est pas le bon nucléotide. Donc on va distinguer deux types de mutations par substitution. La substitution par transition, tout d'abord. Une base pyrimidite va être substituée par une base pyrimidite ou une base purique substituée par une base purique. Donc, je répète, transition, ça veut dire qu'on a une base pyrimidite qui est substituée par une base également pyrimidite, ou bien on peut avoir une base purique qui sera elle-même substituée par une autre base purique. Donc, deux bases puriques en regard. Alors, évidemment, ça pose un problème. Alors, la substitution par transversion, une base purique va être substituée cette fois-ci par une base pyrimidite, ou bien une base pyrimidite va être substituée par une base purique. Alors là, c'est déjà plus raisonnable au niveau de la chaîne, mais bon, c'est toujours une mutation. Bon. Un exemple de substitution par transversion, c'est-à-dire base purique remplacée par une base pyrimidite ou l'inverse. Si par exemple, du côté 5', on a la séquence C, T, T, A, G, T, puis ensuite le côté 3',
on a un brin d'ADN parental. Et si on a un brin d'ADN fils néosynthétisé qui correspond à GAA, GCA, donc là on voit bien que, puisqu'on avait CTTA-GT, là on a GAA, ce qui est logique, mais ensuite on a un G à la place d'un T, ensuite on a CA qui est normal, et là il fallait qu'il y ait un T en regard du A, donc puisque le T est complémentaire du A, donc c'est un T qui aurait dû être incorporé. Là on a bien un mésappariement de base azotée. Bon, donc là on est bien dans le cas d'une transversion. La liaison AT a été changée en liaison AG. Le T a donc été substitué par une guanine. Bon, évidemment, ça pose un problème. Alors, nomenclature des substitutions de base. Alors, bon, il y a une nomenclature, hein, bon, il faut voir un schéma, hein, parce que c'est pas facile à décrire oralement. On a ATCG, donc on a à chaque fois relié A avec T, T avec G, G avec C, et C avec G par des petits tirets et des flèches qui vont en double sens, soit vers A, soit vers T, soit vers T, de T vers G, ou de G vers C, ou de C vers A. On peut avoir des transitions ou des transversions. Bon, je vous invite à regarder sur un site internet le schéma correspondant. C'est un petit schéma très simple. Alors chaque base de l'ADN peut exister sous différentes formes alternatives que l'on appelle des formes tautomères. Alors T-A-U-T-O, tautomères. La plus fréquente est la forme céto, donc qui est présente à pH physiologique. Mais les bases peuvent aussi adopter une forme énol, ça veut dire CO, par exemple pour G et T. Ou alors imino, rare, N relié doublement à H pour A et C. Donc dans ce cas, on a l'établissement de liaisons particulières en dehors de AT et CG, ce qui crée un mésappariement après deux réplications semi-conservatives. La forme imino de la cytosine va réagir alors avec l'adénine. La forme imino de l'adénine va alors réagir avec la cytosine. La forme énol de la thymine va réagir avec la guanine. Et la forme énol de la guanine va réagir avec la thymine. Donc le nombre de liaisons hydrogènes entre les mauvaises bases appariées est différent du nombre normal. Bon. Alors quelles sont les conséquences? Eh bien lors du processus de réplication, il y aura des mésappariements. On obtiendra donc deux patrimoines possibles, un identique et un avec un mésappariement. Après deux cycles réplicatifs, l'ADN possède 25% de phénotypes de type mutant. Alors évidemment, ce sera gênant, donc de phénotype mutant. Et là, comme on parle de phénotype, on n'est pas dans l'ADN évidemment, puisque l'ADN c'est génotype, donc on aura 25% de génotype mutant, mais en conséquence, les phénotypes mutants vont s'exprimer au niveau de la protéine donc qui est l'assemblage d'acides aminés. Et donc là, on aura bien un phénotype moléculaire qui sera de type mutant, mais on ne dit pas qu'un phénotype moléculaire est mutant. C'est la conséquence de la mutation au niveau d'un gène. Donc voilà pour la mutation par substitution, oui c'est ça. Alors essayons maintenant de comprendre la mutation par délétion. Délétion, donc ça veut dire on enlève une base azotée. Alors, il s'agit d'un outil d'incorporation, d'un nucléotide par l'ADN polymérase. Alors évidemment, on a un décalage du code de lecture, ce qui sera très gênant lorsque les codons devront être traduits en acides aminés. Au bout de deux cycles successifs, une séquence est totalement différente par rapport aux séquences parentales, évidemment. Donc 25% d'ADN est mutant. Et lorsque le brin fils va servir d'ADN matrice, cela va entraîner un décalage du cadre de lecture, puisqu'évidemment, on a un nucléotide en moins. Et là, ça veut dire qu'on va avoir formation d'une protéine qui sera totalement différente de la protéine initiale. Ensuite, troisièmement, donc mutation par insertion, ça veut dire on insère un nucléotide dans l'ADN, dans un des deux brins, et là, encore une fois, on va avoir un décalage du cadre de lecture. Donc il y a un nucléotide en trop fabriqué par l'ADN polymérase, enfin
l'ADN polymérase donc, ne va pas assurer son rôle correctement et va faire en sorte qu'il va y avoir un nucléotide en trop. Donc cela entraîne également un décalage du cadre de lecture. Ensuite, essayons de voir l'altération de l'ADN survenant en dehors de la réplication. Alors là, on parlait plutôt de lésion de l'ADN. Bon. Ça veut dire, par exemple, on prend une molécule et puis on la coupe carrément en deux. Par exemple, ça peut être un rayonnement ultraviolet. Alors, les mutations spontanées sont des événements à grande fréquence qui aboutissent à des lésions majeures de l'ADN s'il n'y a pas de réparation. Alors là, les conséquences peuvent être également très graves. On peut avoir ce que l'on appelle une dépurination spontanée. Ça veut dire qu'on va avoir une interruption d'une lésion N-glycosidique entre la base purique, donc A ou G évidemment, et le désoxyribose, c'est-à-dire le sucre, donc perte d'un résidu guanine ou adénine de l'ADN. En conséquence, il va y avoir création d'un site apurique, c'est-à-dire, on peut dire aussi apurinique, hein, donc il va y avoir dépurination spontanée. Cette dépurination est un phénomène très fréquent, de l'ordre de 5 à 10 000 dépurinations par jour et par cellule chez les mammifères. Alors c'est énorme évidemment. Il est donc nécessaire d'avoir un système de réparation efficace pour réparer ce type de mutation. Et encore une fois, plus on est jeune, plus c'est efficace, plus on est âgé, moins c'est efficace. Pas très rassurant quand on prend de l'âge. Alors tous ces sites apuriques ou apyrimidiques sont dits abasiques ou sites AP. La désamination spontanée des bases naturelles tout d'abord. Essayons de comprendre. Elles sont aussi appelées désamination oxydative. Bon, elles donnent naissance à des bases modifiées, qui sont des bases désaminées, qui établissent des lésions particulières avec les autres bases et entraînent donc des mésappariements. Alors 4 points à noter. Premier point, c'est que la désamination la plus fréquente est celle de la cytosine en uracile. Environ 100 bases par jour et par cellule subissent cette désamination. L'uracile est ensuite capable de s'appariner avec une adénine, donc sur le brin fils, il y aura incorporation d'une guanine, et après 2 cycles cellulaires, on a 25% de mutation. Deuxième point, donc ce sera la désamination spontanée de l'adénine qui donne une hypoxanthine, donc remplacement d'un AT en CG, après 2 réplications, s'il n'y a pas eu de réparation. Troisième point, c'est la désamination de la guanine qui donne de la xanthine et qui reste appareillée à une cytosine. Quatrième point, c'est la thymine qui est la seule base qui ne subit pas de désamination. Alors une mutation apparaît de manière stable après 2 réplications évidemment. Passons maintenant au cas des bases altérées par oxydation. Alors la production de molécules chimiques très réactives entraîne l'oxydation des bases de l'ADN. Ce sont les radicaux superoxydés, alors O2 point, les radicaux hydroxylés OH point et les peroxydes d'hydrogène H2O2 point, qui sont créés normalement par le système aérobique. Alors il y en a beaucoup dans les mitochondries où l'on retrouve la chaîne respiratoire. Un exemple, ce sera l'oxydation de la guanine en oxoguanine qui permet un appariement avec l'adénine, donc CG devient TA, et cette oxydation est souvent à l'origine de maladies génétiques. Ensuite, passons aux mutations induites par des agents mutagènes. Premier point, incorporation d'analogues de base dans la molécule d'ADN. Alors les analogues de base sont des composés chimiques qui ressemblent suffisamment au brin azoté normal, aux bases azotées normales, qui parfois sont incorporées à la place de celle-ci lors de la réplication au niveau du brin fils, donc au niveau du brin néoformé. Ces analogues ont des propriétés d'appariement différentes, ce qui entraîne des mutations après réplication. Un exemple, bon, ce sera le 5-bromo-uracile, donc 5-BU, qui est un analogue de la thymine, et le 2-aminopurine, donc le 2-AP, qui est un analogue de la adénine. Autre point, modification des bases par des agents alkylants. Alors, on avait dit que la guanine souvent était concernée. La réparation de l'ADN, donc existe toujours évidemment, mais quelquefois ces agents altèrent les bases en ajoutant des groupes éthyl ou méthyl sur l'atome d'oxygène de la guanine ou de la thymine. Les bases modifiées ont des propriétés d'appariement différentes, par exemple la 6-O-méthylguanosine qui va s'apparier avec le T. Autrement dit, là on aura GC qui va donner AT.
Alors, comme agent alkylant, on peut avoir l'éthylméthane sulfate, nitrosoguanidine ou le diméthylsulfate. Autre point important, donc c'est l'insertion ou délétion de bases par des agents intercalants. Les agents intercalants sont des structures planes à 3 cycles s'apparentant à des paires de bases et qui vont ainsi s'intercaler entre les paires de bases de la double hélice. Elles vont induire une distorsion causant la réplication suivante à une insertion de base assez fréquente ou une délétion. Exemple d'agent intercalant, ce sera l'acridine orange ou la proflavine. Autre point important, c'est lésions de base par des agents mutagènes. Ce sont des lésions très importantes qui entraînent, en l'absence de réparation, un blocage de la réplication, quelquefois c'est pas toujours un blocage, donc de la division cellulaire qui va en suivre. Alors, puisqu'on a d'abord la réplication et ensuite éventuellement la division qui va se faire. Alors ça peut être des lésions par la lumière UV. Cela aboutit à la création de lésions covalentes, de liaisons covalentes sur 2 pyrimidines adjacentes appartenant au même brin d'ADN avec formation de dimères de pyrimidine. Ces lésions covalentes s'établissent souvent entre 2 thymines adjacentes, ce qui aboutit à la création d'un dimère de thymine. Cela entraîne alors une distorsion de la molécule d'ADN, ce qui bloque la réplication s'il n'y a pas eu de réparation. Les rayons UV solaires sont capables d'induire ce type de lésion au niveau des cellules de la peau. Et s'il n'y a pas de réparation, comme chez certaines personnes prédisposées, eh bien, il y aura éventuellement un cancer, donc l'apparition d'un cancer de la peau, et les mélanomes seront en cause. Lésions ensuite par radiation ionisante, eh bien, certains agents mutagènes, comme les radiations ionisantes, peuvent aboutir à des cassures de brins d'ADN qui vont toucher alors soit un brin, si la cassure est simple, soit les 2 brins, si on a une cassure double brin. Donc voilà, on casse carrément un morceau d'ADN. Alors les radiations ionisantes sont capables d'induire ce type de lésion. Donc ces radiations qui sont capables d'induire ce type de lésion sont des rayons cosmiques, la radioactivité évidemment, et les rayons X, qui sont utilisés malgré tout à des fins thérapeutiques, mais bon, il ne faut pas en abuser, hein, il y a des normes très précises pour ça. Les mécanismes d'action de lésion par ces radiations sont multiples. Alors soit l'action est directe, on peut avoir cassure de brin puis création de sites AP, soit l'action est indirecte, ce qui met en jeu la création de réactifs oxydatifs qui vont créer des lésions oxydantes. Les systèmes de réparation sont normalement capables de réparer ces lésions, à condition d'être suffisamment jeunes et en bonne santé. La radiothérapie des cancers utilise ce principe. Donc les radiations sont localisées et entraînent des cassures non réparables des cellules cancéreuses, donc ce qui va aboutir à la mort évidemment de ces cellules qui vont être irradiées et qui vont rentrer en apoptose. Le cas de l'aflatoxine B1, il s'agit d'une mycotoxine élaborée par des champignons qui est capable de créer des sites AP au niveau de la molécule d'ADN qui sera exposée. Alors attention aux champignons. Pontage de brins, éventuellement, il s'agit de la distorsion de la molécule d'ADN à cause de la formation d'une liaison covalente entre les 2 bases appartenant à 2 brins différents. Donc pontage de brins d'ADN. Alors plusieurs espèces chimiques sont capables d'introduire ce type de lésion. Par exemple la mitomycine, qui est un antibiotique responsable de pontage de brins. Alors c'est intéressant pour lutter contre les bactéries. Ensuite, troisième partie, correcteur des erreurs d'appariement lors de la réplication. Les premières fonctions de correction sont celles qui s'exercent pendant la réplication. Alors on peut avoir une fonction exonucléasique de l'ADN polymérase en cas de reconnaissance d'un mésappariement. Et on peut avoir le système MMR. Commençons d'abord par la correction immédiate, fonction d'édition de l'ADN polymérase. Alors, elle corrige les mésappariements et diminue le taux d'erreur de 2 log 10 puissance 5 à 10 puissance 7. Bon. La réparation de l'ADN est ainsi possible. Ensuite, voyons le système de réparation guidé par les CH3, donc c'est le système MMR. Comment le retard de méthylation du brin joue-t-il en faveur d'un rôle dans la correction?
Eh bien, le système MMR, qui est Methyl Mismatch Repair, est un système de réparation qui va permettre la correction d'un mésappariement oublié par la fonction d'édition. Grâce à ce système, on aboutit à un taux d'erreur de 1 pour 10 puissance 9 bases. Lorsque le système détecte un mésappariement, il détecte aussi le brin qui doit être corrigé, et pour pouvoir savoir quel est le brin avec le mésappariement, il se base sur le temps où il n'y a pas eu encore de méthylation du brin fils. Le nucléotide du mésappariement du brin non méthylé est celui qui doit être corrigé. Ce système existe aussi bien chez les cellules eucaryotes que chez les prokaryotes. Bon. Chez les prokaryotes, le système de réparation repère la méthylation des adénines des séquences GATC et fait intervenir les enzymes MUT. Tandis que chez les eucaryotes, le système repère la méthylation des cytosines des séquences CG et fait intervenir les enzymes HMSH, HMLH et HPMS. Tout d'abord chez Escherichia coli. Alors, j'ai pas trop envie d'en parler, puisque là, je voudrais surtout me situer sur les eucaryotes, c'est-à-dire chez l'homme précisément. Donc, voyons ce qui se passe chez l'homme. On a un complexe multi-enzymatique, donc le complexe multi-enzymatique a les mêmes fonctions que dans le cas des prokaryotes, mais il est basé sur des méthylations des cytosines des séquences répétées CG. Les enzymes qui interviennent ne sont pas les enzymes MUT, mais les enzymes HMSH, HMLH et HPMS, comme on l'a dit, et H pour humain à chaque fois. Alors la pathologie, c'est que dans certaines formes familiales du cancer du côlon, comme le syndrome du cancer colique familial, ou HNPCC ou syndrome de Lynch, il y a une inactivation ou altération de ce système au niveau génétique. Au niveau génique, c'est pareil. Dans ces cancers héréditaires du côlon, il y a une mutation constitutionnelle au niveau des gènes MSH1 et 2. C'est un syndrome à transmission autosomique dominant qui aboutit à un défaut de réparation de l'ADN, et cela représente environ 4% des cancers colorectaux diagnostiqués. Ensuite, quatrième grand point important, correction des autres mutations de l'ADN. Il existe d'autres altérations de l'ADN qui peuvent conduire à l'arrêt du cycle cellulaire, afin de laisser le temps à la cellule de réparer les dommages, par souci de transmettre aux cellules filles un patrimoine génétique le plus intègre possible. Et là, on parle bien de conformité de l'information génétique qui doit être transférée d'une cellule à une autre. Commençons par la réparation directe par retour à l'état antérieur. Ce mécanisme est associé à des altérations spécifiques où l'objectif général est d'inverser le mécanisme qui a conduit à l'altération de l'ADN. Alors, deux exemples possibles. On a par exemple le mécanisme faisant intervenir la photolyase. La photolyase permet de réparer les lésions induites par la lumière UV, donc les dimères notamment les dimères de thymine ou photodimères. Elle est activée, cette photolyase, par la lumière visible, et quand elle est activée, elle se lie au dimère de thymine pour le scinder afin de faire disparaître la liaison et revenir à deux thymines adjacentes. Bon. Ensuite, la photolyase n'existe que chez certains organismes. Elle est présente chez les bactéries et chez certains eucaryotes inférieurs, comme la drosophile, les végétaux. Elle n'est pas présente chez l'homme, malheureusement. Voilà, ce qui est bien dommage. Deuxième exemple, c'est le mécanisme qui fait intervenir les alkyltransférases, qui sont également des enzymes, qui vont avoir pour rôle de réparer les lésions induites par les agents alkylants. La formation du 6-O-méthylguanine est une mutation qui peut se transmettre. La réparation se fait grâce à l'enzyme O-méthylguanine méthyltransférase. Elle se lie et transforme les groupements méthyl au niveau d'une cystéine interne à cette enzyme où est localisé le site actif de l'enzyme. On a donc un retour à la guanine et une dégradation du groupement méthyl. C'est très intéressant, notamment lors de fixation d'un aduit lors d'une exposition à des substances cancérigènes par exemple.
Ensuite, deuxième cas, réparation par excision-réparation. On parle de BER ou NER. C'est un mécanisme de réparation simple brin. On peut distinguer deux types de mécanismes, donc NER ou BER, en fonction de l'excision de la base altérée. Ce mécanisme agit sur les lésions présentes sur un seul brin, donc c'est un mécanisme qui va se réaliser en plusieurs étapes. D'abord la reconnaissance de la lésion, puis l'excision de la partie altérée, alors soit pour une base BER, soit pour plusieurs nucléotides NER. Et ensuite, troisième étape, il y aura réparation par réplication pour combler la lacune ADN pol ou ligase. Alors réparation par excision, réparation par excision de base BER, bon, je ne vais pas vous en parler, c'est assez compliqué, hein, je vous fais le... Ensuite, réparation par excision, réparation de plusieurs nucléotides, donc pareil, hein, je ne vais pas vous en parler, c'est assez compliqué, bon, chez l'homme. Hein. Ensuite, réparation des lésions non réparées par les systèmes précédents. Alors, c'est un système de réparation constitutive basé sur la recombinaison homologue qui intervient quand les systèmes précédents n'ont pas pu réparer les lésions, soit car ils étaient défectueux, soit parce qu'ils étaient débordés. Il agit contre les lésions majeures de l'ADN, et s'il n'y a pas de réparation avant réplication, une lacune est laissée par l'ADN polymérase, alors lorsqu'elle rencontre une lésion, évidemment. Cette lacune peut être réparée par recombinaison homologue. Ce mécanisme agit surtout contre les dommages induits par les radiations ionisantes ou les agents oxydants. Alors le mécanisme chez les prokaryotes, hein, je vais pas en parler. Bon, quelles sont les applications biomédicales de tout cela? Eh bien, bon, c'est compliqué, hein. On a des noms compliqués, on a les phénotypes, les enzymes ou processus de réparation. Alors je vous en fais cadeau. Cancer du sein, par contre, je vais en parler un petit peu. BRCA et BRCA2, hein, on connaît tous ces gènes qui font partie des cancers du sein héréditaires liés à une mutation génétique. Alors BRCA1 et 2 sont non fonctionnels chez ces patientes. Ces gènes qui se retrouvent mutés, soit l'un soit l'autre, aboutissent à des gènes non fonctionnels et donc les mécanismes de recombinaison homologue et de réparation de cassure double brin sont altérés. Ce type de cancer très médiatisé est une forme de cancer de sein très agressive avec un risque de développer un cancer du sein ou des ovaires et avec un pronostic vital largement engagé. Il peut donc aboutir à une mastectomie préventive. Ce type de cancer représente environ 5 à 10% des cancers du sein héréditaires. Risque de cancer avant 70 ans. Cancer du sein, 40 à 85% contre 10% dans la population générale. Et au niveau des ovaires, 10 à 63% contre 1% dans la population générale. Aujourd'hui, les essais cliniques sont réalisés à la lumière de nos connaissances sur ces deux types de protéines résultantes. À l'heure actuelle, tolérance et effets secondaires. Bon. Il existe actuellement une thérapie en cours, bon, qui n'est pas commercialisée, qui vise à réaliser une thérapie personnalisée, c'est-à-dire une stratégie thérapeutique qui cible une certaine population de patients. Ici, cancer du sein associé à une mutation BRCA1 ou 2. On sait que chez ces patientes, les cellules BRCA1 ou BRCA2 sont déficientes pour la recombinaison homologue. Or, une molécule bloquant la BER induit la mort cellulaire spécifiquement dans les cellules tumorales ou BRCA1 ou 2 sont non fonctionnelles puisque c'est leur seul moyen de réparation. En effet, si un dommage est induit, alors il ne sera pas réparé par recombinaison et en présence d'une molécule bloquant le système de réparation, il ne sera pas réparé non plus par BER. Donc c'est la mort de la cellule. Les inhibiteurs de PARP jouent un rôle important dans l'initiation de la BER. Donc test de ces inhibiteurs in vitro des cellules homozygotes pour BRCA1 et 2 sont plus sensibles aux inhibiteurs
de PARP que les cellules hétérozygotes pour la mutation ou celles qui ne sont pas mutées. Molécules en essai clinique, bon, combinaison ou non avec chimiothérapie, résultats encourageants en termes de survie globale ou sans récidive. Bon, les résultats sont très encourageants, les essais cliniques réalisés aboutissent tous au même résultat. En combinaison avec une chimiothérapie classique, on remarque une diminution de l'apparition de récidives de cancer et une altération et une augmentation plutôt de la survie. Bon, donc voilà, le cours est terminé, merci.